Morning Business, Stéphane Soulier. Jean-Yves Courtois, donc, qui est avec nous, le patron d'Aurelia. Il y a 3 ans, 4 ans que je me passionne pour votre histoire. Hein. Le maître du temps. Et alors, c'est le jour de baccalauréat. Donc, on peut dire très très simplement que quand on est maître du temps, on est maître de l'espace. Oui, c'est vrai, parce que c'est la physique de base. Hein. Oui, parce que le mètre est défini par la distance que parcourt la lumière en 1 seconde. Voilà. Donc, en fait, le lien est fait comme ça. Bon, maître du temps au départ, hein, parce qu'au départ, quand même, ce sont les horloges atomiques. Ce qui fait la base d'Aurelia au départ, c'est quand même la maîtrise du temps. Hein. Oui. L'origine du groupe est vraiment dans le monde du temps et de la synchronisation et des horloges atomiques en particulier. Est-ce que vous êtes encore 3 dans le monde aujourd'hui? On n'est que 3 dans le monde et au niveau des horloges spatiales, on est maintenant numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial. Et juste, parce que je continue à être fasciné. Vous êtes 3 dans le monde à maîtriser le temps absolu, on peut le dire comme ça. Les horloges atomiques, en fait, c'est quand même 15 millions d'euros et 15 ans de développement pour une filière d'horloges atomiques. Tellement c'est des technologies extrêmes qui ne devraient pas être industrielles, tellement elles sont pointues. Elles sont à la limite de ce que la science sait faire. Donc arriver à porter ça de manière reproductible, économique et industrielle, c'est une performance assez exceptionnelle. À la limite de ce que la science sait faire? Oui, absolument. Le temps est la quantité physique dans le monde qui est à la précision de mesure la plus grande, et de très loin, de plusieurs ordres de grandeur. Devant l'énergie... Parce qu'il faut descendre dans l'infiniment petit. Là. Oui, on est au millionième de milliardième de seconde en termes de contrôle du temps aujourd'hui, et on continue à descendre. Et qui a besoin d'une telle précision dans le temps? En fait, la métrologie, l'histoire des sciences montre que plus on arrive à mesurer précisément, plus on découvre de phénomènes nouveaux. Donc en fait, c'est les progrès dans les mesures qui ouvrent des découvertes scientifiques qui, des années après, se traduisent par des impacts économiques. Mais alors, vous ne m'avez pas amené d'horloge atomique, mais grâce à vous, j'ai vu à quoi ressemblait une horloge atomique aujourd'hui. C'est un paquet de cigarettes. Oui. Et c'est 500 € à fabriquer. Ça, c'est incroyable. Alors que, vous êtes polytechnicien, hein, oui. Jean-Yves Courtois. Quand vous étiez à Polytechnique, c'était 50 mètres carrés, une salle de 50 mètres carrés, une horloge atomique. Oui, c'est un peu comme les ordinateurs. Ça a suivi ce genre de progression. Ça a commencé par une sorte de hall de gare dans la fin des années 50. Et puis aujourd'hui, ça tient effectivement dans un paquet de cigarettes. C'est très accessible. Alors, on a une technologie et on le transfère en une histoire de croissance, en une boîte qui fait aujourd'hui 58 millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin qui a fait en 2010 58 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je disais, maîtrise du temps, maîtrise de l'espace. Et alors, c'est le deal que vous annoncez aujourd'hui, à travers donc l'acquisition du spécialiste anglais des balises de détresse militaire. Hein, voilà, l'acquisition a été signée totalement signée cette nuit, hier soir. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé du temps à l'espace? Et là, vraiment, on va parler de business et on va parler de croissance, hein, Jean-Yves Courtois. Eh bien justement, parce qu'il y avait une jonction assez naturelle sur le plan technologique, et on avait également observé que nos clients, à qui on fournit des moyens de connaître quand les choses critiques se passent chez eux, voulaient aussi de plus en plus savoir où elles se passaient. Et donc, il y avait un besoin de suivi dans le temps et dans l'espace d'événements critiques ou de personnes critiques. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de se développer d'un business relativement mature, qui était le temps et la synchronisation, vers le monde du positionnement et de la géolocalisation, qui est, lui, un marché en émergence, très bouillonnant, avec des perspectives de croissance beaucoup plus fortes. Donc on a vu là un relais de croissance assez naturel, sur lequel on pourrait faire valoir nos technologies et nos savoir-faire. Et là, même si on va au bout de la chaîne, et vous allez au bout de la chaîne, on va même quasiment en B2C, on va même quasiment aller s'adresser à un moment ou à un autre au particulier, oui, qui de temps en temps peut avoir besoin de ces balises de détresse ultra sophistiquées aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais nous, on préfère rester au niveau des infrastructures, au niveau des technologies de base, pour avoir le maximum de barrières à l'entrée de concurrents. C'est quand même très important aujourd'hui de cumuler des barrières technologiques, marché, savoir-faire, de pénétration internationale, de manière à pouvoir éviter la concurrence qui quand même est relativement intense. C'est ça, on multiplie les barrières technologiques, mais en même temps on a un horizon. Oui. Et cet horizon, il peut se chiffrer, on ne peut pas le chiffrer même, l'horizon. Sur un marché qui est en pleine croissance, en plein développement, en pleine effervescence. Le talent, c'est d'aller trouver les bonnes niches et les bonnes directions à suivre dans un bouillonnement d'activités et de promesses qui ne seront pas toutes tenues. Et la première cible, elle était militaire. C'est-à-dire que globalement, le premier marché, le plus immédiatement accessible, c'était le marché militaire. Oui, justement parce qu'il y a des barrières techniques, il y a des barrières stratégiques, il y a des barrières nationales, il y a des barrières de connaissance d'une application, il y a des barrières de maîtrise de l'environnement extrêmement difficiles que les militaires ont à gérer. Donc ce cumul de barrières est une très bonne protection à l'entrée de notre concurrents. Mais alors, et si vous êtes là aussi, c'est parce qu'on bouillonne dans l'histoire de Planète PME. Vous avez un adage en termes de clé de croissance, c'est je veux être numéro 1 mondial ou rien. Oui, nous on cherche à identifier des besoins clients mal satisfaits, on va fournir la meilleure technologie et au meilleur prix pour ces clients-là, et on pense mondial d'entrée de jeu. Donc nous on ne se pose même pas la question de savoir si on doit d'abord adresser la France, l'Europe et ensuite les États-Unis. On regarde au niveau mondial quels sont les besoins et on attaque
Et voilà, et cette blague. Vous avez un truc très très important. On essaye de satisfaire des besoins clients qui sont insatisfaits. Contrairement à tout ce qu'on peut croire et aux clichés qu'on raconte sur l'entreprise, on n'impose pas des trucs, c'est pas vrai. Non. On résout des problèmes. Le business, il naît là où il y a un problème. Totalement, c'est là qu'est la valeur, et c'est cette valeur-là, la valeur qu'on apporte aux clients, qu'on va transférer en une valeur économique. Mais l'origine, il ne faut pas l'oublier, elle est bien là. Et donc il faut se mettre dans les chaussures des clients, voir comment ils voient les problèmes, en quels termes ils se posent, et ensuite aller chercher les technologies pour le résoudre. C'est extraordinairement rare de commencer par une technologie et de trouver comme par miracle un bon débouché commercial. Ouais. C'est une erreur de penser que c'est la bonne façon de faire. Ouais, voilà. Alors ça peut s'appeler Apple, mais c'est un miracle, et des miracles comme ça. Apple connaît parfaitement les besoins utilisateurs. Ouais, mais on est militaire, on veut être leader mondial, ça veut dire que forcément on doit s'intéresser à l'armée américaine. Oui. Sauf qu'on est à Sophia Antipolis. Oui. Comment est-ce qu'on va toucher l'armée américaine quand on est à Sophia Antipolis? On acquiert une société américaine. On va en bourse, on lève l'argent et on acquiert une société américaine, on devient américain. Et voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, c'est très simple. La barrière, c'est les limites psychologiques que l'on y met, mais c'est très simple, il n'y a aucun obstacle à le faire. Mais parce que vous avez quand même au départ un socle ultra solide de technologie, on est d'accord quand même. Oui, voilà, parce qu'on a l'impression que vous claquez les doigts. Je vais en bourse, je lève le pognon, et je prends une société américaine, et boum, je signe le contrat. Il faut avoir une force de conviction, il faut avoir une force d'attraction. Donc il faut avoir une vision, il faut avoir une ambition, et les Américains aiment les projets gagnants. Les Américains sont séduits par ça aussi. Mais parce que c'est une boîte américaine qui porte vos contrats auprès de l'armée américaine aujourd'hui. Hein, si ça avait été Aurelia, boîte française installée à Sophia Antipolis, ça marchait pas. Pas du tout, on a essayé, ça marche pas du tout. Voilà. Parce que protectionnisme économique, ou parce que juste ce sont des données critiques et l'armée américaine ne veut pas les donner à des boîtes qui ne soient pas des boîtes américaines. Il y a des problèmes culturels, les gens préfèrent converser dans leur langue, avoir des réflexes de service client, de qualité de service qui sont propres à la culture. Et donc là, balise de maîtrise, le spécialiste anglais que vous achetez aujourd'hui, c'est pour l'armée britannique? Et pour l'armée britannique en grosse partie, et puis toutes les zones sous influence, disons, du Commonwealth. On va dire l'Australie, le Moyen-Orient, toutes les anciennes colonies britanniques ont gardé des liens économiques assez forts avec elles, donc il y a tout un tas de pays qui sont derrière ça. Le risque dans ces histoires de croissance et dans ces histoires d'ambition, c'est de se brûler les ailes. Oui. C'est de brûler le cash, justement, que vous levez. Oui. Comment est-ce que vous fixez vos barrières? Comment est-ce que vous avancez, justement? Comment est-ce que vous cheminez là-dedans? Il faut un bon conseil d'administration, et nous, on s'est organisé de manière à donner une grande autonomie à nos filiales qui sont force de proposition, mais nous, on garde au niveau central la tête froide. On regarde vraiment la création de valeur potentielle, les risques, et on est en décision finale sur la valeur des acquisitions que l'on fait, et on est capable d'arrêter les acquisitions en cours de route parce qu'on juge que le niveau de risque est devenu trop fort. Même si les opérationnels poussent, eux ils ont la passion, ils ont l'envie, nous on dit non, à ce moment-là c'est plus raisonnable, on arrête. Il faut mettre des garde-fous. Il faut mettre des garde-fous, mais ça veut dire qu'il a fallu s'entourer. Enfin, c'est l'autre clé, il faut de l'ambition, mais derrière il faut s'entourer de gens qui sont en capacité de vous dire stop. Oui. Compliqué à trouver ça, hein, j'imagine. Hein. Oui, mais il faut avoir la sagesse de le faire. C'est pas si compliqué que ça à trouver, il faut surtout accepter leurs décisions. Il faut garder... La bonne gouvernance est très très saine, y compris dans les PME. Il faut avoir cette discipline. C'est une des clés essentielles de la création de valeur. Quand on veut vraiment créer de la valeur, la meilleure façon de faire, c'est déjà d'acheter pas cher. Sinon après on rame. Les business plans sont rarement tenus, comme on sait. Les business plans lors des acquisitions sont quasiment jamais tenus. Donc il faut prendre de la réserve, il faut être raisonnable. Et le premier réflexe quand il vous dit non, c'est de dire mais tu comprends pas, mais t'as rien compris, mais si, laisse-moi faire. Ouais. Bien sûr. Et là, c'est son conviction, c'est son expérience, et c'est cette détermination à surtout créer de la valeur, à ne pas faire de bêtises, pour garder la confiance des actionnaires qui seront là pour financer les acquisitions. Voilà, alors c'est le financement, vous avez osé la bourse. Ça c'est le dernier point, c'est-à-dire qu'il faut oser la bourse. Vous dites oui avec une immense tranquillité là. Oui, complètement. Une totale sérénité. À nouveau, lorsqu'on a une vision, lorsqu'on a une bonne gouvernance, lorsque l'on gère ses risques correctement, qu'on communique sur ce que l'on fait, pourquoi on le fait, même les investisseurs sont prêts à gérer des risques, à gérer des imprévus, contrairement à ce qu'on pense. Mais il faut simplement les préparer. Il faut que lorsqu'ils investissent, ils sachent sur quoi, ce que disait Marc Fiorentino, il faut que les risques et la transparence soient totales. Moyennant quoi qu'il arrive, ok, ils étaient prévenus, ils ne vont pas se plaindre, ils seront toujours à vos côtés pour prendre le risque suivant. Les actionnaires sont prêts à prendre des risques. Mais encore faut-il qu'ils les connaissent. Jean-Yves Courtois, le patron du groupe Aurelia, ravi de vous avoir reçu ce matin, le patron du groupe Aurelia, donc coté en bourse, hein, si ça vous intéresse, sur BFM Business ce matin. Ouais, c'est un coup de pied pour aller chercher des sous, ça.